Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire la conférence de Rémi Côté. Dr Rémi Côté est vice-président chargé de la communication de la Société québécoise Hypnose depuis novembre 2012. Il est membre du comité scientifique de la SQH depuis 2009. Il a beaucoup évolué dans sa pratique. Il est psychologue scolaire et est devenu également psychologue et hypnothérapeute en bureau privé. Rémi s'intéresse beaucoup à l'histoire scientifique de l'hypnose clinique. Il rédige régulièrement des articles sur son blog hypnoseclinique.ca. Aujourd'hui, Rémi va nous parler d'un grand personnage, Hénin de Cuvilliers. À toi, Rémi. Oui, donc j'ai ce micro-là, ça suffit. Donc vous m'entendez avec mon micro-cravate. Le test est bon, parfait. OK. C'est parfait. Ah oui, je m'entends bien là. Donc c'est une conférence que j'ai présentée à Saint-Malo au mois de mai. Au congrès Émergence à Saint-Malo sur la douleur. Par contre, j'ai modifié la présentation, ce n'est plus le même contenu tout à fait, parce qu'il y avait beaucoup trop de matériel dans la conférence initiale, dans le PowerPoint, entre autres, qui est... Donc, je vais vous parler d'un personnage assez intéressant. En même temps, je crois qu'il faut ajuster, Michel, ajuster l'image en même temps que je parle. Je vais m'encher de la gomme, puis tu vas pouvoir ajuster l'image. Donc, c'est ça. C'est pourquoi on parle de douleur ici. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne vais pas vraiment... souligner l'aspect douleur dans le travail des nains. Je vais peut-être plus travailler sur le personnage en tant que tel. Puis là, en même temps, pour moi, c'est intéressant de pouvoir présenter, parce que là, je me rends compte, à chaque fois que je fais la captation vidéo des congrès, je vois un peu comment ça se passe, et puis là... OK, puis par rapport je me méfie du haut-parleur qui est là pour le feedback. Donc, Hénin de Cuvilliers, c'est ça. J'ai fait des petites recherches. Et puis, ces recherches-là m'ont amené à découvrir un personnage, Hénin de Cuvilliers. Puis, avec toute la recherche, je vais pouvoir probablement faire un petit livre. Un petit livre que je vais mettre sur Amazon. Tu sais, un Kindle, un e-book. Donc, je n'ai pas besoin de passer par un éditeur, mais c'est ça, c'est vraiment intéressant pour moi parce que je découvre en même temps la technologie des e-books et puis l'intérêt, parce que moi, j'ai donc hypnoseclinique.ca, mon site internet. Vous irez voir à la pause si vous tapez psychologue. Vous avez des grosses chances de tomber sur hypnoseclinique.ca dans la première page. Donc, c'est vraiment un site sur lequel je travaille beaucoup. Et puis parce que je veux justement, développer mes compétences de conférencier. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai eu la chance de vous présenter ce document, cette présentation. Ensuite, cette compagnie-là que j'ai, hypnoseclinique.ca, ça me permet de faire des reçus, tout ça. C'est vraiment intéressant. Et puis, on va commencer. Les étapes de la conception de l'hypnose par Étienne Félix Desnains de Cuvilliers. Ça, c'est un peu le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, les précurseurs sociaux de l'hypnose, c'est ce qu'on va voir. On parle vraiment de l'hypnose scientifique ici. Ensuite, la jeunesse des Desnains de Cuvilliers. Ensuite, l'hypnose et sa carrière militaire. Et puis ensuite, le magnétisme éclairé, le magnétisme retrouvé dans l'Antiquité, deux livres. Parce qu'il a écrit beaucoup de livres dans sa carrière, des livres, des comptes rendus d'opérations militaires, mais également, deux livres portant sur le magnétisme, mais le magnétisme éclairé. Donc, je vais vous expliquer. C'est le but de la conférence d'aujourd'hui.
Puis ces deux techniques, la biaston et l'hypnoscopie, et puis des techniques donc qui datent de 1820. C'est intéressant. Ensuite, les précurseurs sociaux. OK. Il y a eu Mesmer. Je vais parler quand même, peut-être un peu trop aujourd'hui de Mesmer, mais je vais quand même en parler. Parce que c'est ça. C'était lui qui était comme à l'origine un peu du concept de magnétisme. Donc, c'était un médecin, vous connaissez. Et puis, donc, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il voulait comme mousser sa carrière. C'était probablement quelqu'un de très déterminé, avec beaucoup d'ambition. Et puis, donc, il a inventé le magnétisme. Ça a été très fructifié, c'est très payant pour lui. Un de ses disciples, c'était le marquis de Puységur, qui n'a jamais dévié nécessairement de la doctrine de Mesmer, okay, qui était toujours dans le magnétisme, dans l'idée qu'il existait un fluide, dont on n'a jamais prouvé l'existence, mais un fluide animal. Et en 1784, là c'est juste une révision, mais il y a eu une commission demandée parce qu'il y a eu beaucoup d'abus par rapport à ces procédures-là de Mesmer. Entre autres, Mesmer pouvait magnétiser des arbres, et puis ensuite, il y a des gens, des foules qui s'amassaient autour des arbres pour toucher, pour enlacer les arbres parce que l'arbre était magnétisé par Mesmer. Et puis, donc, c'était vraiment l'effet placebo pur. Et puis, donc, étant donné qu'il y avait des effets de troupe, étant donné que Mesmer, sur le plan politique, commençait à gagner beaucoup d'alliés, beaucoup Et puis, donc, là, à ce moment-là, on a fait une commission royale pour essayer de limiter les dégâts, pour essayer d'étouffer un peu son travail. Et puis, la commission de 1784 a fait en sorte de dire ce qui est à l'œuvre, ce n'est pas un fluide magnétique, c'est l'imagination qui est à l'œuvre. Bon, entre autres, on disait ce n'est que l'imagination. Mais je trouve que, quand même, un des génies de Cuvilliés, ça a été de dire non, ce n'est pas que l'imagination, c'est merveilleux, c'est l'imagination. L'imagination a beaucoup de pouvoir. C'est lui le premier qui a comme vraiment, c'est lui qui a vraiment conceptualisé ça en termes d'hypnose. La jeunesse d'Étienne de Cuvilliés, ça a été le jansénisme. Donc son père était un esquire pour comment il s'appelait, Louis XV. Donc, esquire, ça veut dire conseiller du roi. Donc, c'était quand même un noble. Et puis, lui était quand même, a été associé au mouvement janséniste. C'est-à-dire que les jansénistes étaient un peu comme une secte pré-révolutionnaire, un peu. Ils remettaient en cause le pouvoir du clergé, le pouvoir de la religion catholique. Ils disaient, ce qui se passe pour les gens qui prient, les gens qui ont la foi, les croyants, les guérisons miraculeuses qu'on obtient, c'est pas dû au pouvoir du pape. C'est dû à... Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas le pouvoir du pape qui est là. C'est vraiment une spiritualité qui se vit. Et puis d'où les convulsionnaires, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, donc les convulsions, des gens qui étaient en transe au cimetière, par exemple le cimetière de Saint-Médard avec le diacre de Paris, ou l'évêque de Paris qui s'appelait François, et puis donc là, au cimetière, les gens se regroupaient, puis il y avait des séances de convulsions, un peu comme les shakers qu'on a vus en Nouvelle-Angleterre, dans des convulsions, et puis ensuite épuisés, ils se retrouvaient sur le sol, totalement épuisés, puis souvent ils pouvaient se guérir de leur maladie, parce qu'à l'époque la médecine n'était pas très évoluée, mais c'était une façon d'y arriver. Et Étienne de Cuvilliés, lui, a trempé pendant sa jeunesse, c'était un érudit, donc il a beaucoup étudié les sciences classiques, les sciences, Aristote, et puis tout ce qui était de mythologie grecque. Et puis, à chaque jour ou à chaque semaine, il faisait une visite dans ces séances-là. Il assistait tout jeune. Donc, il a été très, très impressionné par tout ce dont il a été témoin pendant toutes ces séances-là. Donc, on parle vraiment de beaucoup d'expositions à ce genre de séances. Puis lui, son esprit scientifique, sa rigueur,
a fait en sorte que lui, il s'est dit, moi, je vais expliquer ça, ce que je vois là, je vais l'expliquer par la psychologie et par la physiologie. Donc, ça, ce sont ses termes exacts. Le mot psychologie avait été inventé, je pense, 50 ans auparavant. Donc, il était vraiment, lui, très féru, il était très érudit, donc il connaissait toutes ces théories, puis toutes ces choses-là. Puis, ça a donné quoi? Ça a donné le livre Le magnétisme éclairé, en 1820. En 1816, il a commencé à faire partie, mais je ne vais pas escamoter les étapes de ma présentation, mais en 1816, il faisait partie d'une société savante, et puis ça a donné en 1820 le magnétisme éclairé. Juste un petit mot pour Mesmer. À l'époque, il y avait pas seulement Mesmer, il y avait les guérisseurs, il y avait les sourciers, donc les baguettes divinatoires, il y avait, même si on remonte au Moyen-Âge, il y avait les magiciens, la magie blanche, donc ça a toujours existé, c'est l'effet placebo qui était utilisé pour guérir, c'était la façon. Sauf qu'il n'y avait pas d'ordre... il n'y avait pas d'ordre des psychologues, il n'y avait pas d'ordre des devins, ni des sourciers. Et puis là, il y en a beaucoup dans ça qui pouvaient comme abuser du peuple. Hein? De la même façon que la religion, l'autorité catholique, elle pouvait abuser elle aussi. Donc au Québec, on en a vraiment eu, dans le fond, on l'a su vraiment ce que c'était. Et puis, mais sauf qu'en France aussi, en Europe aussi, avant la Révolution, il y a eu beaucoup d'abus. Et puis, Franz Anton Mesmer était un de ceux qui n'avaient pas de honte, dans le fond, à se faire une carrière, à faire des sous, se faire une renommée, en utilisant le placebo pour guérir. Mais il réussissait à faire des vraies guérisons, donc avec la magie du placebo. Donc, ici, j'ai des images, un peu comment on représentait le magnétisme, où il y avait comme une force magnétique, un fluide qui sortait du bout des doigts, ou quelquefois même des yeux. Et puis, le fameux baquet de Mesmer, on va y revenir, comment il était utilisé. Donc, je vais revenir sur... j'ai ajouté une diapositive là-dessus que vous n'avez peut-être pas sur comment était fait le baquet de Mesmer, ce qui est assez intéressant. Puis les magnétisations en groupe, et puis les fameux arbres qui étaient magnétisés où les gens pouvaient s'attrouper. Donc, ils pouvaient même faire des attroupements qui pouvaient gêner la circulation de la ville. Il n'y avait pas d'auto, mais des charrettes et tout. Donc, ça ici, c'est la bouteille de Leyde qui a été inventée en 1745, je crois, puis à Leiden, aux Pays-Bas. Et puis, c'était quoi cette bouteille-là? Est-ce qu'il y en a? Levez la main ceux qui connaissent un peu le principe. OK, super. Donc, je ne perds pas mon temps. Et puis, donc, la bouteille de Leyden, c'était un condensateur électrique. Il y avait un isolant qui était le verre, et puis le verre de la bouteille, et puis de chaque côté, il y avait des feuilles de métal. Et puis ces feuilles-là de métal accumulaient l'électricité statique avec des charges opposées. Il y avait une différence de charge. Et puis lorsqu'on touchait, c'est-à-dire lorsqu'on faisait le lien, soit par arc électrique ou par le toucher, on faisait un lien entre le positif et le négatif, on recevait une petite décharge électrique. Mais cette décharge-là, dépendamment de différents paramètres, comme l'épaisseur de la bouteille, l'épaisseur du verre de la bouteille, la charge électrique peut être plus forte. Pourquoi je vous parle de ça? Quand on regarde le fameux baquet de Mesmer, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose qui ressemble en apparence à la bouteille de Leyde. C'est que Mesmer, avec ses contacts, avait retrouvé cette bouteille-là, qui avait été utilisée pour le roi Louis XV pour faire des démonstrations publiques. Les gens se tenaient par la main, puis on faisait un circuit fermé. Tout le monde se tenait par la main, puis on se transmettait une grosse décharge avec des grosses bouteilles de Leyde. Dans les foires publiques, on vendait les chocs électriques. Donc, c'est ça. Puis lui, Mesmer, son génie, on pourrait dire ça, génie. Mais c'est ça, c'est que lui a dit, il y a une façon de rentabiliser cette vieille invention-là. Il l'a caché dans son baquet. Et puis,
là, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des tiges électriques et il y avait des balais touchants qui se promenaient autour puis qui donnaient des charges d'électricité statique. Puis les gens ne savaient pas. Puis Mesmer, il y avait une musique classique qui descendait, qui venait d'une pièce adjacente. Et puis, donc, les gens étaient assis confortablement, un peu comme dans ce qu'on appelle l'hypnose aujourd'hui. Puis, ils se tenaient par la main, puis Mesmer disait, bon, ben, le touchant va vous toucher, va vous transmettre le fluide par ce fluide, vous allez guérir, vous allez vous sentir vraiment mieux, puis vous allez sentir, les gens oh, wow, hey, j'ai senti vraiment quelque chose. Oh, c'était bon, c'était bon. C'est ça, la joke que je voulais faire, c'était, si ça s'était passé au Québec, ça n'aurait pas été une bouteille de Light, ça aurait été une bouteille de Molson qu'il y aurait eu dans le paquet de Mesmer. Mais ça, c'est une joke de Québécois. OK. Ensuite, présentation. Tout ça pour dire que le baron des nains de Quillé, lui, était au courant de ce qui se passait, trouvait que c'était un subterfuge, trouvait que c'était presque honteux, qu'il n'y avait pas de rigueur scientifique. Mais par contre, c'était quelqu'un qui avait la croix de Saint-Louis et la croix de la Légion d'honneur, et puis baron de l'Empire. Donc, imaginez qu'il était né en 1755, il était rentré dans un régiment de dragons. Après ça, il était sous les ordres de Napoléon. Après ça, en tant que chargé d'affaires diplomatiques. Donc, il a travaillé, il a voyagé beaucoup. Voyagé en Égypte, voyagé sur les ports à Constantinople, et puis donc en Grèce, et puis en Italie, où il a eu vraiment des grandes responsabilités. Donc, en Italie, ce qui l'intéressait, c'était la mythologie romaine. En Égypte, évidemment, à cette époque, c'était le classicisme, et puis donc tout ce qui était égyptien, surtout avec la conquête de Napoléon de l'Égypte, donc tout ce qui était égyptien avait beaucoup de valeur. On redécouvrait un peu les pratiques magiques des Égyptiens. Et puis, lui, c'est ça, je vous en ai parlé. Un peu ce que j'ai pris directement de ce qui est disponible dans le fond sur Google Book. Si vous êtes intéressé par un Quillé, vous tapez son nom dans Google Book et vous avez, la plupart de ces livres sont disponibles. Donc, ces deux livres, le magnétisme retrouvé et le magnétisme, pas délivré, mais le magnétisme éclairé. Puis ensuite, il y a eu aussi les annales, parce qu'il travaillait dans une société savante, et puis il a édité environ 1000 pages de textes. Lui était diplomate, donc il avait une formation militaire, rigueur militaire, mais également diplomate. Donc ce que ça faisait, c'est qu'il ne va pas dire au magnétiseur « Ah, vous êtes vraiment dans le champ, puis tout ce que vous faites, c'est pas bon. » Il a essayé de les rapatrier, il a essayé de les convaincre de son point de vue, de dire d'abandonner le concept qui était athéorique, le concept qui n'était pas scientifique, pas rigoureux du tout, d'un fluide mystique, d'un fluide animal. Il veut dire abandonnez ça, dites plutôt que admettez que c'est l'imagination qui est au pouvoir. Donc il faut utiliser ça. Quand on est déterministe scientifique, on sait que c'est vraiment l'imagination. Donc comment on fait pour... On peut continuer de travailler, aider les gens, mais on ne va pas leur dire que c'est mystérieux. On va leur dire que c'est l'imagination, tu l'as en toi. Tu l'as en toi, tu es en contrôle. Donc c'était ça l'idée des nains de Quillé. C'est lui qui a inventé le terme hypnose, c'est lui qui a inventé tout ça. Ça c'est juste une image, peut-être qu'elle vient un peu trop tard, mais c'est une représentation qu'on a de la jeune Aubigan. Et c'est juste une représentation qu'on trouve sur Wikipédia, mais c'est pour vous dire, donc, elle avait une genu varum, je ne sais pas si c'est le terme en latin, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais c'est simplement une déformation au niveau des jambes arquées. Et puis, elle assistait à des séances de convulsionnaire. Elle était en transe, ça s'appelle une transe, l'extase religieuse. Et puis là, avec des coups à maillet qu'elle tient, et puis elle a redressé. Okay, sans ressentir de souffrance devant des témoins qui étaient présents. Donc, c'est juste un exemple de ce que Quillé voulait parler de. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'imagination? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des techniques pour aider les gens? OK. Ensuite, une autre diapositive. Ah oui, sa carrière militaire. Donc, comme je vous disais,
il était membre d'un régiment, donc il a vu des combats, il a assisté, il a été blessé par balle, il est tombé à ce moment-là, à cette époque, dans les guerres napoléoniennes, c'était beaucoup plus humain que les guerres d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était des combats homme à homme ou homme à cheval, mais c'était pas comme aujourd'hui un bouton, puis donc tu peux faire disparaître une ville. Donc à cette époque-là, c'était vraiment, et puis c'était des combats. Et puis il y avait l'aspect, comment tu fais pour avoir un ascendant sur ton adversaire. Donc quand on dit en garde, hein, qu'est-ce qui se passe quand on dit en garde? C'est quand les gens qui font de l'escrime, il y en a qui vont nous dire spontanément qu'ils sont dans une forme de transe quand ils font des escrimes. Ils sont très, très concentrés. Quand on parle du zen, quand on parle le zen était la religion des samouraïs, donc c'est une façon de se concentrer. Lui, il avait comme fait une phénoménologie, il avait étudié cette phénoménologie-là parce qu'il a été guerrier et cavalier. Et il a subi des blessures par balle, et puis lorsqu'il s'est cassé la clavicule, et puis il a utilisé les techniques d'auto-hypnose, il en parle dans ses écrits, pour arriver à se convaincre, pour se motiver, pour aussi se libérer de la douleur, de la tension, pour se calmer. Lorsqu'on est calme, lorsqu'on a une croyance en l'imagination, en l'imaginaire, en la force de cet imaginaire-là, il en parle dans ses textes. En 1820. Et puis à ce moment-là, ça aide pour gérer aussi quand ça va pas bien. Lui, il a déjà été fait prisonnier par les Anglais quand il a fait naufrage, parce qu'il a participé à des guerres à Saint-Domingue. À Saint-Domingue, en passant, il a été témoin de cultes vaudous. Il a parlé également des cultes de Louisiane, des Indiens de Louisiane, 1820. Donc, vraiment, il avait vraiment fait tout puis il a créé beaucoup de néologismes. Il a fait une nomenclature avec des termes, où tout ça se tient avec un système théorique. Il est très rigoureux. Il était membre de l'Académie des sciences de Paris. Il savait ce que c'était la science, donc la question de contrôler les variables, de répétabilité des phénomènes. Et puis, tout ça, pour lui, c'était très important. Il était vraiment très, très allumé. Donc, il parlait de neuroscopie, d'hypnomancie, plein de termes, mais aussi pour chacun de ces termes-là, il y aurait peut-être un livre à écrire, mais il faudrait avoir beaucoup de motivation. Donc, la motivation, pour lui, par l'hypnose, il appelait ça l'hypnocratie. Comment on gère par l'hypnose. Et puis, donc, le magnétisme éclairé. Et vous voyez ici, l'ignorance des lois de la nature enfante les faux miracles. Donc, il répétait ça sur chacun de ses écrits. C'était comme un épigramme, c'est ça? C'est un épigramme. Donc, c'est ce qu'il répétait. Pour lui, c'était l'effet placebo. Ça ne s'appelait pas placebo, ben, il n'appelait pas ça comme ça, il appelait ça les faux miracles. Il parlait de Cicéron, il a parlé de Spinoza, il a parlé dans ses textes, il écrit là-dessus. Donc, il cite Cicéron. Dans le fond, c'est un peu le rasoir d'Occam, dans le sens que c'est vraiment, il y a des causes. Il y a toujours des causes dans tout ce qu'on recherche dans la nature. Si vous ne trouvez pas la cause, c'est parce que vous ne l'avez pas trouvée, c'est pas parce qu'elle n'existe pas. Il y a des causes, il n'y a pas de magie. Et puis, il faut toujours aller sur l'explication la plus simple. Il ne faut pas passer par un chemin, puis bifurquer par le fluide magnétique, puis passer par la gravité des planètes, puis la gravité de la Lune, comme Mesmer le faisait. C'est parce que c'est pas payant sur le plan rationnel. OK. Donc, puis ensuite... Ah oui, il citait les entrées dictionnaires, des entrées médicales, guérison par l'imagination. J'ai oublié le nom, c'est un pharmacien qui écrivait ces articles-là, parce que c'était comme une encyclopédie, un dictionnaire des sciences médicales, et puis les articles étaient publiés par des savants. Donc, un pharmacien qui a écrit beaucoup, des belles pages sur l'imagination, sur ce que l'imagination peut apporter comme positif, comme guérison par l'imagination. C'était donc son empire est si étonnant qu'on l'a vu guérir sur le champ des malades aux portes du tombeau et frapper soudain de mort l'homme le plus furieux. Elle opère à proprement parler de vrais miracles. Bon, elle est la reine du système nerveux, tant qu'elle domine toutes les puissances de la sensibilité. Tantôt elle égale la rage et la peste, tantôt elle se montre invulnérable au milieu de ces affreuses maladies. Elle brave la mort même dans les champs de carnage, on parle de champ de bataille, et devant les tortures, les bûchers. Donc ça, c'est un extrait du dictionnaire. C'est pas Hénin qui a écrit ça, mais Hénin
il n'était pas tout seul donc, à penser ça. Lui, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les imaginationnistes, Énée Le Cuvillier. Et puis, dans l'autre livre, Le magnétisme animal retrouvé dans l'Antiquité, il parle des techniques, c'était pas de l'hypnose, c'était de la magie chez les Égyptiens. Et puis, entre autres, l'Arche d'Alliance, qui était dans le fond une bouteille de lait, un condensateur, hein, avec une feuille métallique positive, une feuille négative, puis les deux ailes, quand on touchait les deux ailes ensemble, ça nous donnait un choc électrique. Moïse a capitalisé là-dessus, parce que j'ai rien dit. Mais il y en a qui sont croyants ici, mais c'est pour vous dire un peu que c'est ma vision des choses, là, que dans le fond, la magie a toujours subjugué. La magie a toujours été utilisée. Les Égyptiens avaient des cornes, les Égyptiens plutôt qui enfantaient avaient des cornes de rhinocéros. Et puis, donc, ils tenaient la corne et il y avait des gravures. Un peu comme les matelots dans les baleiniers, ils gravaient hein, les cornes de morse. Mais là, c'était dans le cas des Égyptiens, c'était des rhinocéros, et puis là, il y avait comme toute l'histoire de la famille, toute la lignée de la famille, puis ils pouvaient relire ça, ils pouvaient revoir ça, et se concentrer, et puis se projeter, mon enfant, la douleur que j'ai en enfantant, oui, ça va propager ma lignée, ma famille, puis ça va me donner du courage, comme le courage d'un rhinocéros. Donc, ils tenaient ça. Donc, c'est l'imagination, sauf que eux, les Coptes, les Égyptiens, ils appelaient ça de la magie. Mais c'est ça, Cuvillier était au courant de ça, il en parle dans ses livres, dans le livre Le magnétisme animal retrouvé dans l'Antiquité. Et puis, il détaille ça. Donc, répétabilité et contrôle des variables. Et puis, la prochaine diapositive, je ne sais pas si j'arrive proche de la fin, mais alors c'est... Le terme hypnose tire son étymologie. Oui, c'est lui qui a inventé le terme hypnose. Mais l'étymologie, souvent on dit, ah, hypnose, ça veut dire sommeil, mais l'hypnose, c'est pas vraiment sommeil, donc je suis obligé d'expliquer. Mais celui qui a inventé le terme hypnose, c'était pas ça l'étymologie. C'était pas hypnose, c'était énipnion. Énipnion, ça c'est écrit dans ses textes. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est 1820. Son texte, il explique que énipnion, c'est le sommeil accompagné de songes. Donc c'est une rêverie plus. Puis il cite un peu des passages dans les différents textes en grec ancien. Donc si vous allez voir, même Énipnion, c'est très difficile à trouver, mais ça existe. Et puis c'est ça. Lui, il a vraiment étudié. Et puis donc on peut le dire dans le fond, moi je vais le dire, mais je ne vous force pas à le dire, mais c'est quand même intéressant de savoir, là, pour moi en tout cas, moi c'est pour ça que je suis ici pour vous le dire, c'est que c'est pas seulement hypnose, c'est inhypnion, puis ça veut dire sommeil accompagné de rêve, rêverie. C'est un état de transe, finalement. C'était ça qui était le but. C'est pas comme le terme hypnotique qui n'avait pas été inventé par Hénin, mais qui avait été inventé avant par l'Académie française. Et puis ça désignait plus les substances hypnotiques qui faisaient dormir. Donc, qui apportait le sommeil direct. Nous aurons donc à l'avenir des termes. On savait comme par exemple les Inuits, ils ont plusieurs termes pour le mot neige. Mais c'est ça, si on pense à nous, on n'a pas beaucoup de mots pour décrire le sommeil. Lui avait signalé ça en 1820. Nous n'avons pas beaucoup de termes. Il y a beaucoup de pages sur les différentes étapes du sommeil. Et puis comment on peut les distinguer, puis il propose des termes. Pour lui, l'intérêt de l'étymologie grecque, à l'époque, c'était la mode, là. Et puis c'était de voir comme un classement, de voir une nomenclature. Puis comment on peut construire aussi une théorie. Donc le langage est important, puis à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de termes pour exprimer le sommeil, les causes et les effets. Accompagné de songes et nipnions. Ça, c'est la petite image que j'ai copiée de son livre. Ensuite, l'école imaginationniste. Hénin Le Cuvillier. Donc, lui, c'était donc en réaction avec les magnétistes. Pour lui, c'était important l'imagination. Pour lui, quand on parlait de rapport intime avec quelqu'un, ça impliquait l'imagination. C'était pas un rapport qui impliquait un fluide hypothétique. Donc, c'était l'imagination. Pour lui, le rapport intime de la relation d'aide. Puis lui, il mentionnait, faites attention, certains magnétistes peuvent faire de l'abus
Donc, il va mentionner des séances où il avait vu un plus vieux personnage magnétiseur avec une plus jeune femme magnétisée. Et puis là, il s'approchait, il mettait le pied, le genou. C'est important que les parties de notre corps soient en contact à ce moment-ci pour transmettre le fluide. Puis là, les mains. Là, donc ça se faisait en public, il subjuguait le public. En même temps, ben, il se payait, je ne sais pas, là, mais il influençait les jeunes filles. Donc c'était un spectacle pour tout le monde, les voyeurs autour. Mais tu sais, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'était pas contrôlé. Et là, ça le révoltait. C'est ça que je vous dis. Quand on parle d'hypnose de spectacle aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'Hénin voulait dénoncer. Donc, on ne pourrait pas parler d'hypnose de spectacle, on pourrait plutôt parler de magnétisme de spectacle. D'ailleurs, le Mesmer, le Québécois, dont j'ai oublié son nom québécois, là, Éric quelque chose, mais lui, il dit, dernièrement, il a dit qu'il transmettait un fluide magnétique. Puis, dans une autre entrevue, il a dit, non, moi, je suis comme un Bluetooth. Et je rentre dans votre tête, comme un Bluetooth. Il y a un peu des métaphores du jour, là, mais c'est pour dire que c'est de la magie. Okay? Vous n'êtes pas en contrôle, je vous contrôle, je prends possession. Puis, il y a des gens qui embarquent là-dedans, ça vend des billets. Ça vend des billets, mais par contre, ça a un dommage parce qu'on ment. C'est un mensonge. Dans la magie, on peut dire qu'on croit au Père Noël, mais à un moment donné, on sait, je ne vais pas choquer personne, mais on sait que ça n'existe pas. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Puis lui, c'est ça son idée. Ensuite, il n'y avait pas de magnétiseur et de magnétisé. Il y avait deux personnes en relation qui se mettaient en rapport sur le plan de l'imagination dans le but de progresser sur des objectifs thérapeutiques déterminés, ce qu'on désigne comme une alliance thérapeutique. OK, les deux techniques, la béaston et l'hypnoscopie. OK, intéressant. Pourquoi? Parce que, donc, lui, plus jeune, il avait vu le voyage de Sun Ra. Sun Ra qui avait fait une expédition aux frais du roi en Inde. Et puis, lui, il avait comme rapporté plein de gravures, il y avait un graveur avec lui, et des textes, des descriptions des rituels. Bon, c'était pas seulement les rituels religieux, c'était sur toute la vie en général, parce que, bon, ça intéressait hein, le roi d'aller investir peut-être dans ces pays-là. Et puis, donc, une des gravures qu'on a, c'est Vishnu. On voyait comment est-ce qu'on écrit Vishnu à l'époque, et puis faisant la béaston. Donc, ça, c'est écrit dans le livre de Sun Ra, en 1774, quelque chose comme ça. Et puis, donc, lui, Cuillé a remarqué, regardez, il y a comme une main qui fait ça comme ça serait cette main-ci. Et puis, vous voyez les doigts qui sont, ça c'est le prana, je sais pas, c'est le mudra prana, un peu comme Jésus quand il fait, ou le prêtre quand il fait la bénédiction, okay, comme ça. Et puis, on retrouve ça chez les Romains, on retrouve ça chez les Grecs aussi. Et puis, la béaston, la main, ben ça, c'est... Quand un policier vous fait ça comme ça, vous comprenez, hein? Ça veut dire arrêt. Ça veut dire on arrête. Déjà. Donc, c'est la base, un peu comme... Je sais que Gaston n'est pas là en ce moment, je ne le vois pas. Mais c'est un peu ça, le ne rien faire. Ben pour moi, c'est sûr que là, il y aura des exégètes de Gaston Brosseau qui vont dire que c'est pas tout à fait ça, mais pour moi, ça ressemble à ça. Arrêt. Et puis, c'est exactement ce que Cuillé retrouvait. Il retrouvait ça dans cette religion-là. Et puis, il en a fait, il voyait aussi chez les magnétiseurs. OK? Donc, ça, j'ai simplement copié une page dans Google. J'ai fait Save Search. Okay? Parce que sinon, on aurait d'autres choses. Mais c'est ça. Puis, donc, les magnétiseurs font ça comme ça avec le doigt, comme ça. Parce que c'est comme un... Hein, c'est quoi? C'est universel. Ça dit wow, dans toutes les religions. Puis les magnétiseurs utilisaient ce geste-là. Et puis moi j'ai fait dernièrement une formation grâce à Gaston Brosseau avec Anton Bioy. Et puis donc lui ce qu'il faisait aussi, c'est que je ne sais pas ceux qui étaient là, vous vous souvenez, il faisait ça comme ça ici. Une espèce de petit cercle autour de la main. Il faisait la main comme ça. Et puis un petit cercle autour de la main. Ben moi, la façon que moi j'ai interprété ça, j'ai interprété que c'est comme, dans ce que j'ai vu, que ça envoie l'air ambiant sur la main, sur la paume, puis là, on ressent la différence de température, on ressent que l'air se rafraîchit, on ressent que la paume de la main se réchauffe. Hein? Donc,
quand on fait l'exercice pour vrai, après 10 minutes, on commence à ressentir. Sauf que moi, j'ai pas 2 jours pour faire la formation. Mais c'est ça, quand on fait l'exercice, on se rend compte que l'air se réchauffe. Que la main se réchauffe et que l'air se rafraîchit. En fait, la température de la pièce ne change pas. C'est la température du sang de notre main qui augmente. Pourquoi? Parce qu'on déclenche un système nerveux parasympathique, le système de relaxation, qui est à la base de l'hypnose, de la transhypnotique. Et puis, on a ça dans les religions. Et puis, lui, pour Hénin, c'était pour le magnétiseur et pour le magnétisé. Le magnétisé pouvait se concentrer sur la main, prendre acquis qu'il y avait une relation de calme, qu'il y avait une communication de quelque chose de très calme qui se passait, et également, il pouvait le faire lui-même. Et puis se rendre compte. Quand on dit « je le jure », à un moment donné, je le jure sur la Bible, on lève la main, OK? Puis là, est-ce que ça fait penser à quelqu'un d'autre? Quelqu'un de méchant qui est inspiré par ses collègues, Adolf Hitler? Ben, lui, c'est ça. Donc, il s'est inspiré par ces SS qui avaient fait le tour, qui avaient été voir ce symbole-là. Les Romains aussi utilisaient ça. Donc, les Romains, Ave Maria, Ave Jules César. Ave César. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est l'abéaston. Lui appelait ça abéaston. Aujourd'hui, on peut le retrouver. C'est l'abaya mudra. Je l'écris. On voit abaya mudra. C'est des mudras, ceux qui font du. Moi, j'en fais pas. Voilà, c'est ça. Mais je serais plus mince. Mais je ne fais pas de yoga. Donc, mais ceux qui en font, ben, ils connaissent un peu les mudras. C'est les yoga anciens. Et puis, c'est des gestes, des pratiques rituelles. Puis, il y a le prana comme ça, la Vayamudrayana comme ça. Donc, c'est des gestes, on se concentre sur ces gestes. On a le conditionnement parce qu'on a la pratique. La pratique fait en sorte qu'on se conditionne. À chaque fois que j'ai fait ce geste-là, j'étais avec mes amis dans la pratique de yoga. Là, je le refais aujourd'hui, puis je revis cette situation-là et ça me calme en 5 secondes. Bon, Gaston va dire en 0.4 secondes. Il y a une nano-induction. Mais disons que c'est ça. Le conditionnement se fait, puis je me sens vraiment bien. Okay? Parce que je fais un rappel, on peut dire, un ancrage. Mais plus tard, si j'ai le temps, dans les dernières diapositives, je vais vous dire pourquoi j'utilise le terme conditionnement. Et puis, pour lui, c'était ce geste-là était à la base, c'est faire abéaston. Quand on dit le zen, c'est zazen. OK, le zen, ceux qui ont pratiqué le zen un peu. Donc, le zen, c'est s'asseoir. Bien, pour lui, l'hypnose, c'était l'abéaston. Il pouvait vraiment faire un genre de concentrer un bouillon un peu, puis dire que c'était vraiment ça le but. Ouais, ça c'est les représentations. On voit Jésus. C'est pas celle c'est pas celle qu'Hénin a utilisée dans son livre, mais il en a utilisé un autre. C'est très très difficile à revoir, mais j'en ai une. Mais ça, c'en est une. C'est Jésus qui guérit le lépreux, puis on voit sa main qui est levée. Sauf qu'il y a beaucoup de gravures anciennes qui datent peut-être du 3e siècle, du 4e siècle. Il faut les trouver sur Internet, c'est pas évident. Puis là, on voit vraiment c'est la main pleine. Après ça, ça change de rituel, ça devient comme ça. Voyez-vous, les rituels de l'Église catholique ont évolué avec le temps. Et puis, au départ, c'était beaucoup plus simple. C'était vraiment la main. Et puis, donc, je ne parle pas des évangiles apocryphes, parce que je ne les ai pas lus. Je ne les ai pas tous lus, contrairement à d'autres. OK. Donc, c'est ça, il parle d'Isis et d'Osiris. Ça, j'ai retrouvé ça parce que la collection complète des volumes de l'Annales est en vente en Italie. Il y a un Italien qui les vend pour 2000 €, si ça vous intéresse. Mais il met cette photo-là sur eBay. Donc, j'ai été capable de retrouver cette photo-là. Donc, en fond, c'est le rite Isis, Sérapis, Osiris. Sérapis, qui était le fils d'Isis et d'Osiris, je crois. Puis en fait, c'est ça, c'était des rites qui existaient, puis l'incantation, on guérissait, on dit, regarde, le soleil, la lune tourne autour de la terre, le soleil est dans le ciel, tu vas guérir, tu vas trouver ta place, tu vas retrouver ta place parmi les vivants, parce que les astres continuent de tourner. Donc, c'est un peu le genre de rituel.
Vous irez voir sur YouTube, il y a beaucoup de documentaires sur la magie, sur les rituels de magie anciens d'Égypte, et puis aussi sur les incantations. Des textes vraiment intéressants. Je ne pense pas qu'on puisse les reprendre mot à mot, étant donné que l'ordre, les psychologues me tomberaient dessus si je faisais ça, mais on peut s'en inspirer. Donc, technique de l'immobilité, j'ai aucune idée, c'est ennemi, hein? Mon timing, OK. Technique de l'immobilité, c'est ça, ça va bien. C'est simplement que dans cette... lui, Hénin, retrouvait ça chez les prédateurs et chez les proies, dans la nature en général. Il retrouvait, comme il y avait un chien, un épagnol, et puis ce qu'il observait, c'est que c'est un chien de chasse, donc c'est un pointeur. Et puis lorsqu'il arrivait, il savait qu'il y avait peut-être à 100 mètres devant lui, il avait vu des tourtereaux, des pigeons ou des canards. Puis là, le chien était comme ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des chiens pointeurs immobiles? OK. Donc, c'est vraiment un réflexe. C'est un réflexe. Eux aussi sont conditionnés parce qu'ils savent qu'après avoir fait ça, ils vont manger. Ils vont manger la proie. Il ne faut pas qu'ils bougent, il ne faut pas qu'ils se fassent repérer. Ils sont comme en état d'hypnose, prêts à foncer sur la proie. C'est ce que Hénin avait observé dans la nature. La même chose pour les proies, ils se fient beaucoup sur leur camouflage. Donc, j'ai fait une petite entrevue dernièrement. Je pense que ça va être coupé, mais parce que quelqu'un m'a dit, l'intervieweur m'a dit « Ah, je vous vois, là, puis je m'excuse, je suis sur le décalage horaire, puis je vais avoir l'air d'un chevreuil devant une auto. » Puis je disais « Vous êtes en hypnose, c'était exactement ça, l'état d'hypnose. » Comment ça? C'est ça, parce que lui, chevreuil, c'est sûr que c'est adapté pour un loup de ne pas bouger, mais c'est pas adapté pour un char de 2000 livres. Mais pour un loup, c'est adapté. Il ne bouge pas, il y a des grosses chances de s'en sortir. Pour un auto, il ne faut pas que tu sois dans le milieu de la route. Même chose pour les orignaux. Si quelqu'un connaît un orignal ici, là, il peut l'avertir. Mais c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'au Québec, on n'a pas le droit de côtoyer les animaux sauvages, là, mais en Finlande, on a le droit. Bon, OK. OK, ensuite, ici, c'est un extrait de son texte. Et puis, donc, le lièvre perd l'usage de ses jambes, le crapaud agité, le mouvement convulsif par la vue d'un reptile, arrive comme malgré lui jusque dans la gueule du serpent qui, immobile, mais l'œil étincelant, l'attend pour le dévorer. Donc, l'immobilité, c'est des textes. Donc, après lui, il va y avoir Rudyard Kipling. Puis nous, je ne sais pas si vous... À chaque fois si vous regardez sur Internet, hypnose, on a la scène du serpent avec Mowgli. Puis, donc, ça représente un peu ce qu'on voyait à l'époque. Là, c'était le début du colonialisme français, mais c'est parce qu'on était aussi très impressionnés par ce qui se passait en Afrique, dans la nature, la grande nature, mais également dans la nature en France. Surtout quand on était un noble et qu'on avait un terrain de chasse. Donc, la méditation et pleine conscience et hypnose, c'est juste pour dire... Oui, parce que je fais souvent le lien entre le zen et puis... donc, le zen et... donc, le zen, ça tendrait plus vers la pleine conscience. L'hypnose, il y aurait une orientation générale vers les réalités qui diminuerait, le GAO. Ça, c'est un article que j'ai vu dans le journal de la SCH, International Hypnosis Research. Mais c'était juste pour vous dire... C'est pour vous référer un peu. C'est pas tout à fait la même chose. Mais par contre, si vous regardez Sterman, Enger, OK? Sterman, c'est un chercheur qui travaille beaucoup dans le neurofeedback. Et puis Enger, qui a travaillé dans les années 2006, là, il a abandonné, mais il travaillait beaucoup sur l'hypnose. C'était quoi les corrélats physiologiques de l'hypnose? Et puis de l'endormissement. Il retrouvait toujours une immobilité. Parce que l'immobilité, c'était le SRI, le syndrome de Sterman, c'est ce qu'il a trouvé, c'était un syndrome sensorimoteur où le sensorimoteur était inactif. Quand le sensorimoteur est inactif, ça génère un effet de domino sur tout le reste du cerveau. Ça, on peut voir ça à l'EEG fonctionnel ou à l'imagerie fonctionnelle. Donc le fait d'être immobile, un peu comme les animaux, ça calme. Le fait d'être attaché et de débattre, ça ne calme pas. On est immobile, mais on se débat parce qu'on a une tension musculaire. Okay? C'est donc le fait de ne pas avoir de tension.
Donc, c'est un peu ça qui calme. Et puis, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, en neurophysio. L'hypnoscopie, ça, c'est différent. C'est un peu la visualisation, ce qu'on retrouve aujourd'hui sous le terme visualisation. Donc, tout ce qu'on peut voir en état d'hypnose. Mais il n'y a pas seulement ce terme-là, il n'y a pas seulement ce concept-là, mais c'est juste que là, je vais plus vite. L'onéroscopie, ça serait plus qu'est-ce qu'on voit dans les rêves. Donc, peut-être même les rêves lucides. Il n'a pas spécifiquement mentionné les rêves lucides, mais il a abordé un peu le sujet. Pour lui, donc, c'était une science de l'imagination. Si pour lui l'hypnologie était le discours ou la science de l'hypnose, l'hypnomancie référait à la divination, un état hypnotique qu'il ne faut pas associer à un art théorique. C'était une capacité. L'hypnomancie, c'était pas ésotérique, c'était quelque chose où on se projetait dans l'avenir. Comment on va se voir? Comment on se voit dans 5 ans? On fait ça aujourd'hui, on utilise cette technique-là. On met la personne en état d'hypnose, on dit, toi dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Comment tu vas te voir? Qu'est-ce que fait que tu as pu progresser? Qu'est-ce qui t'a amené à faire du progrès? Donc, ça aide à formuler des objectifs pour une personne. Donc, lui appelait ça... Bon, donc, ici, à cette étape-ci de la présentation, j'ai fait le tour, un tour rapide de ce qu'Énée de Cuvillier avait apporté comme contenu. Il me reste combien de temps, genre? Il me reste une demi-heure. Ah, oh, wow, ok, je suis allé trop vite. Ok. Bon, ben, non, je suis allé trop vite, mais c'est ça. Voulez-vous l'essayer, la biaston? Non, c'est parce qu'il me reste encore des diapositives, mais c'est ça, il m'en manque peut-être. Mais voulez-vous l'essayer, la biaston? Ça va me faire un bon exercice, dans le fond. OK. Donc, vous vous placez, c'est-à-dire les deux pieds, un peu comme on fait habituellement. Et puis, les deux pieds en équilibre. À 45 degrés, à 90 degrés, les jambes. Pourquoi 90 degrés? C'est parce que c'est une position stable. Position stable, vous savez, vous êtes praticien. Et donc, la position stable fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'activer le muscle. Et puis, on se concentre sur le fait que les muscles sont détendus. Et ceux qui ont fait cet exercice de détente musculaire, il se passe quelque chose au niveau d'un conditionnement. Et vous savez que vous allez entrer dans cet état de bien-être, le trance hypnotique que vous connaissez. Il n'y a rien. Il y a d'autres affaires. Et lorsque vous le sentez, vous pouvez lever à 90 degrés le bras droit ou le gauche. Parce qu'il y en a que ça gêne, étant donné le lien avec l'âme. OK. Et puis, vous visualisez, prenez la technique d'hypnoscopie. Vous voyez cette énergie positive qui circule en vous. Sensations positives. Qui circulent, tout s'équilibre. Ici, je vous suggère d'amener cette énergie, la faire circuler jusqu'aux épaules, en détendant chaque muscle, chaque tendon, chaque muscle, chaque fibre musculaire de l'épaule. Et de visualiser cette énergie positive, cette énergie blanche positive, qui redescend maintenant
Il redescend dans le bras. Et puis maintenant, cette énergie arrive au niveau des biceps, triceps, au niveau du coude, de l'avant-bras. Et vous la visualisez maintenant. Vous la sentez très efficace au niveau des paumes, de la paume de la main. Un léger fourmillement. Engourdissement. Où il y a une activation parasympathique. Et si vous faites le petit éventail avec l'autre main, pour envoyer un peu d'air sur la paume, dépendamment de la profondeur de votre transe, vous allez ressentir une fraîcheur. Donc, Hénin Lucuvillier avait observé cette technique-là, qui était utilisée lorsqu'il observait les magnétiseurs au travail. Il pouvait observer des séances de plusieurs heures. Et il y avait du magnétisme. Il y avait, mais ça, lui, il voyait plutôt l'hypnose. Il voyait une alliance. Chez certains magnétiseurs, il voyait un dévouement. Un investissement dans la relation d'aide. Il avait l'aidant et l'aidé. L'aidant avait une intention positive. Il s'investissait dans son travail, s'investissait dans sa tâche, dans sa mission. Et puis ça, c'était ressenti par l'aidé à l'autre bout. Donc, je pense que à partir de ce moment-ci, on peut revenir à la réalité de la conférence, avec le cartésien, avec l'esprit cartésien, redonner plus d'influence au cortex, puis revenir à la présentation graduellement avec le 5, 4, 3, 2, 1 que vous pouvez faire dans votre esprit, 5, 4, 3, 2, 1. Mais de toute façon, le matin, on est pas mal déjà assez relaxé. Par contre, je pensais pas, j'ai pas vu le temps, j'avais pas mais c'était pour vous expliquer un peu ce que c'était la diastase, comment lui le percevait. Il n'y avait pas de rapport d'ascendant sur le magnétiseur. Le magnétiseur n'était pas contrôlant. C'est pourquoi, quand on parle aujourd'hui d'hypnose, on ne peut pas parler vraiment d'hypnose de spectacle. On peut faire comme Mesmer a au moins l'honnêteté de faire dire fascination. Fascination dans le sens dans le sens de contrôle, dans le sens de soumission, de recherche des gens qui vont se soumettre, un peu comme dans fasciste. Fascination. Donc, c'est pas du tout la relation d'égal à égal qu'on a quand on utilise vraiment le déterminisme pour dire on peut vraiment utiliser cette technique-là. On peut dire elle a été présente dans toutes les religions. Et puis, dans beaucoup de religions, il se passe quelque chose, c'est qu'on essaie de contrôler le peuple. On essaie de leur faire peur.
pour contrôler la société. Mais lui, Hénin, oui, c'est ça, je n'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais c'est ça, il a participé à quoi? À la Révolution française. Et puis donc, ils ont vraiment mis, dans un premier temps, ils ont mis la religion catholique à la porte. Ils ont fait graver sur les églises Temple de la Raison. Et puis, donc, sauf que, donc, par exemple, à la prise de la Bastille, ils ont démoli la tour. Qu'est-ce qui est apparu après? Une fontaine avec une statue d'Isis. Donc, c'est certain que cette fontaine-là n'est pas restée très longtemps, quelques années, parce qu'il y a eu la politique après. On sait ce qui est arrivé après la Révolution française. Il y a eu le retour de la monarchie. Et après, Hénin, le Culé, qu'est-ce qui est arrivé? Ses écrits ont disparu. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ceux du marquis qui ont pris le dessus, le marquis de Puységur, parce qu'il était plus élevé. Les comtes, les vicomtes, les marquis étaient plus élevés dans la hiérarchie aristocratique, et puis l'aristocratie est revenue, la monarchie est revenue, le pouvoir. Et puis pour eux, ça faisait leur affaire de parler de magnétisme. Parce que les magnétiseurs étaient des marionnettistes, contrôlaient le peuple, comme l'aristocratie cherche à contrôler le peuple. Okay. Au départ, liberté, égalité, fraternité, ça c'était les valeurs de la Révolution. Et le peuple s'est fait avoir. Napoléon s'est fait avoir par les Anglais monarchistes. Donc, c'est certain que c'est sûr que Napoléon, c'était peut-être pas quelqu'un de très, très humaniste. Hein? Probablement non, mais c'est ça. Mais quand même, c'était quand même un pas, sauf qu'il a pris trop de pouvoir. Il a eu tellement peur de se faire prendre le pouvoir qu'il en a pris beaucoup. Puis, il y a eu des attentats aussi contre sa personne, donc il a voulu contrôler. Hénin a été nommé baron, mais par le roi Louis XVIII. Louis XVIII est venu après. Parce que Louis XVII est mort à la prison du Temple à 10 ans. C'est ça, puis là, parce que j'ai recherché un peu l'histoire, parce que c'est sûr que nous, au Québec, c'est les Iroquois. C'est l'histoire des Iroquois qu'on nous apprend. Tandis qu'en Europe, on connaît un peu. Et puis, donc, ce qui est arrivé... bon, ben là, j'ai peut-être le temps de... Oui, j'ai le temps. Bon, vous saviez que, peut-être que vous ne savez pas, mais que Napoléon contrôlait l'Europe, et puis il utilisait un réseau pour contrôler l'Europe. Et puis, c'était les loges maçonniques. Donc, pourquoi il y avait des abeilles? Napoléon avait pris les abeilles, un peu, s'est influencé d'un temple en Égypte. Il utilisait beaucoup les loges maçonniques pour contrôler avec les réseaux. Hénin faisait partie d'une loge en compétition avec une loge écossaise. En tout cas, ça, c'est tout un autre domaine de l'histoire. Braid était d'Édimbourg en Écosse. Il était membre de la loge concurrente. Donc, Hénin, tous ses livres ont disparu, la monarchie a repris le pouvoir, et puis le magnétisme pur est revenu. Donc, on a eu un déclin. On a eu le siècle des Lumières, mais après, il y a eu comme un déclin au niveau de la science. Au niveau du 19e siècle, on a dû attendre la Troisième République à la fin du 19e siècle pour vraiment, tu sais, Louis Pasteur et compagnie, pour vraiment que ça revienne un peu. Mais sinon, on était vraiment sous l'emprise du cardinal Richelieu. Comment il s'appelle donc celui qui a écrit le Comte de Monte Cristo? Dumas. Alexandre Dumas. Donc, lui, il parlait, l'abbé Faria, dans le Comte de Monte Cristo, c'était un collègue d'Hénin, de Cuvilliés. Donc, il utilisait l'hypnose, mais n'avait pas tout à fait... Il était entre les deux, entre deux chaises. Il croyait un peu au magnétisme, il croyait un peu aussi à autre chose. Mais c'est vraiment Hénin qui a vraiment stabilisé sur le plan théorique. Mais l'abbé Faria était repris par Dumas comme quelqu'un qui était un vieux sage de la prison, qui a sauvé le comte de Monte Cristo. On pourrait penser qu'Alexandre Dumas était également membre d'une loge. Plus tard, c'est un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Braid, lui, a eu connaissance des écrits, il a eu tout ça, puis il a repris ça à son nom.
en 1942, un an après la mort de Culé. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Après ça, comme je vous parlais de la Troisième République, c'est un peu quand le petit-neveu Napoléon III, est décédé. C'est là qu'on a eu un 10 ans de jeu, puis l'avènement. Puis il y a eu Léon Besse, qui est connu pour avoir fait une thèse sur l'hypnose. Il a comme repris les idées. Il était probablement en plein âge aussi. Puis là, à ce moment-là, il y avait aussi Charcot. Charcot n'était pas... Charcot était un catholique, mais il y avait des membres. En tout cas, les idées de Charcot. Ensuite, le congrès de 1889, le premier congrès de l'ISH. Donc... Ensuite, jusqu'à nos jours. Ensuite, il y a eu l'école de Nancy, Liébeault. Liébeault, vous connaissez l'école de Nancy. Donc, l'école de Nancy, c'était une université qui avait été. Donc, c'est ça, puis qui travaillait un peu, qui n'était pas dans Paris comme tel, où les gens étaient un peu plus libres d'élaborer des théories qui sortaient un peu du cadre. Parce que ça sortait du cadre sur le plan géographique de toute façon. Et puis là, vous avez Hippolyte Bernheim. Donc lui aussi, j'ai un de ses livres, une édition originale. Puis vraiment, ça faisait... C'était une reliure vraiment populaire. Ça fait psychopop un peu. C'était pas un livre... c'est la qualité de l'imprimé. C'est un papier très acide qui se casse facilement. Donc on voit vraiment qu'il y avait... C'était pas comme le livre que j'ai d'Énée Culé, où là, c'était vraiment une élite. C'était des livres très, très bien avec du papier parchemin. Mais dans son cas, lui, c'était vraiment une presse avec... Donc, mais quand même, il diffusait l'idée de la suggestion, vous le connaissez. Lui aussi, ses livres sont disponibles sur Google gratuitement. Et puis, vous savez aussi que Freud a traduit. Mais moi, je vois vraiment Hénin, après ça Braid, après ça Freud, après ça on a eu Pierre Janet, donc sur l'automatisme, et puis l'association libre. Donc c'est un peu lui qui a inventé l'association libre. Ensuite, Freud qui a fait 10 ans. Ceux qui sont bien à la formation d'Anton Biot, ils l'ont appris, en tout cas comme moi, que Freud avait fait de l'hypnose pendant toute sa carrière. Et puis qu'il avait créé la psychanalyse pour contrôler, parce qu'il y avait des spectacles. Des magnétiseurs et des gens qui faisaient de l'hypnose de spectacle. Et puis ça venait discréditer son travail. C'est là qu'il a créé la psychanalyse. Il y avait un Récamier qui vient d'un nom d'un médecin, Récamier, qui utilisait les techniques de magnétisme, et puis qui était comme un divan. Puis les gens s'étendaient, faisaient de l'association libre, et puis sous transe légère. Mais il n'appelait pas ça l'hypnose. Et puis, c'était pyramidal. Pour faire partie de son équipe, il fallait comme vraiment être certain. Mais vous connaissez la psychanalyse, c'est encore comme ça aujourd'hui. Il faut avoir subi une psychanalyse soi-même, il faut accepter le dogme, en tout cas, une forme de dogme. Et puis, j'ai parlé tantôt de conditionnement. Ivan Petrovitch Pavlov, donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait beaucoup sur le travail sur l'hypnose. Il essayait de voir comment on se sentait, puis il a même hypnotisé les chiens. Il a mis les chiens en état de transe. Et puis, c'est sérieux, je blague pas, c'est vrai. Et puis, donc, les travaux qu'on a, les recherches dont on a entendu parler, quand on était au cégep, sur le chien de Pavlov, tout ça, le conditionnement, ça se faisait dans un cadre sur l'étude de l'hypnose, l'influence de l'hypnose. Parce que l'hypnose était vraiment comme à la base de la psychologie, de la science de la psychologie. C'était l'hypnose qui était à la base de tout ça. Puis lui, par une autre filière, est arrivé sur les connaissances de l'hypnose, mais sans Russie, eux aussi venaient de subir une révolution. Et puis, c'est drôle, hein, quand les gens ont une révolution, là, on dirait que les idées sont comme plus libres. Et puis, lui, il est arrivé avec ses idées libérales de Jean Charest, là. Mais des idées libérales par rapport au conditionnement. Et puis, Wundt, qui a écrit Hypnotisme et suggestion en 1892. Donc, on connaît William Wundt comme fondateur de la psychologie expérimentale. Puis Clark Hall, il a travaillé sur la désensibilisation systématique. Hein?
Ses premières procédures impliquaient l'hypnose, la transe. On mettait la personne en transe, on l'exposait à une hiérarchie de stimulus phobogènes dans le traitement de la phobie. Et on l'exposait, on remettait en transe. Puis à un moment donné, il y a des gens qui se sont mis, des lobbyistes, qui sont allés le voir, qui ont dit « Si tu ne changes pas ton terme hypnose, on ne publie plus. » Qui a enlevé hypnose, il a parlé de relaxation. Il y a eu Schultz. Schultz, le training autogène, c'est une forme d'hypnose, mais un peu pour tous, un peu comme dans le genre Coué. Coué, le pharmacien. Donc, c'était de l'autosuggestion, un livre que tu lisais, et puis soit un livre, soit des cours. Ça donne un peu le même principe quand on lit, quand on lit Énile Cuvillier. À ce moment-là, ça nous met un peu en forme de transe. Mais parce que personnellement, je revois, parce qu'à un moment donné, il fait un lien entre sa technique d'écriture, et moi, je vois une technique de création. Parce qu'il raconte comment il fait pour enlever toute la pensée, et baisser la pensée critique, puis être plus dans la créativité instantanée. Il parle de ça inoculé en 1820. Là, je vais juste dire, parce que, donc, au niveau du training autogène, Schultz, et puis, je ne parle pas de Jacobson. Parce que Jacobson, c'est un Américain, il était contre l'hypnose, il était contre l'idée de l'hypnose. Lui, sa filière à lui, c'était qu'il avait inventé une patente là, qui mesurait l'électromyographe, dans le fond, l'ancêtre de l'électromyographe. Puis il disait, non, ne croyez pas, non, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est la tension, la détente. Tension, détente, tension, détente. En tout cas, moi, je n'utilise pas cette technique-là parce que ça m'énerve. Mais c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent encore parce que c'est reconnu dans certains protocoles de recherche, la technique de Jacobson. Mais moi, je préférais beaucoup Schultz. D'ailleurs, il y a eu un débat radiophonique qui n'a pas été enregistré. En tout cas, je n'avais pas vu la trace. Si vous en trouvez, vous me dites. Mais dans les années 20, entre Schultz et Jacobson. Et puis là, les deux ont argumenté, argué de chacun, de leur théorie, de leur vision des choses. Et puis ensuite, qui d'autre? Joseph Woolby. Ah, c'est lui la désensibilisation systématique. Excusez-moi. Clark Hall, lui, c'était vraiment sur l'ancêtre du conditionnement. Et puis, il a travaillé sur le conditionnement, un peu comme Petrovich-Pavlov, là, mais il a écrit Hypnose et une suggestibilité en 1933. Puis c'est Woolby, donc le créateur de la désensibilisation systématique, qui utilisait, au départ, vraiment l'hypnose. Ensuite, il y a même Albert Ellis. Ceux qui connaissent Albert Ellis, donc, a écrit sur l'hypnose, a découvert l'hypnose un peu plus tard, par contre, mais pour lui, c'était vraiment quelque chose qui était très, très efficace. Et puis ça continue, puisque là, je ne mets pas tout, parce qu'il y a eu des tonnes de chercheurs. Quand on dit pourquoi personne ne fait de la recherche sur l'hypnose, pourquoi ça n'intéresse pas les... Mais ça a beaucoup été fait. Les évidences ont été accumulées depuis 200 ans d'histoire scientifique. Donc, l'hypnose, c'est un fait, c'est physiologique, ça existe, puis c'est efficace, et puis c'est pratique, puis ça aide le thérapeute, c'est ça, mais ça aide le thérapeute aussi à gérer ses propres émotions, et puis ça permet à des gens comme nous de se regrouper autour de ce thème-là, qui est très, très important. Et puis, quand je pense aux formations que Gaston donne aussi, c'est comme un cadeau qu'il nous fait à chaque fois, parce que c'est comme un groupe, comme un petit groupe, on se rejoint, on se retrouve toujours à tous les 6 mois, à chaque fois que, c'est ça, au solstice, puis on se retrouve un peu comme dans un culte de druides, mais c'est ça. Et puis, Milton Erickson, bon, j'ai présenté Milton Erickson dans un petit congrès, un symposium dernièrement, et puis là, tout le monde connaît, parce que là, ça s'est mal passé. Parce que vraiment, on avait des attentes, on pensait vraiment hypnose égale magie. C'est incroyable, en tout cas, c'est ça. Puis là, vu que moi, je parlais pas de magie, je parlais d'hypnose scientifique, là, je me suis fait interrompre. Eh non, tout le monde connaît Eric Erickson, là. Tu sais?
celle qui me donnait la formation. Non, non, c'est pas Eric Erickson, c'est Milton Erickson. Tu sais. Mais c'est dur. Ça prend des gants de boxe, je veux dire, dans le public, dans le peuple, là, pour comprendre, pour vraiment faire passer le message que l'hypnose scientifique, c'est pas le spectacle, c'est pas la magie. Ça prend des gants de boxe. Les gens s'attendent vraiment à Mesmer le Bluetooth. Quand est-ce qu'il va rentrer dans ma tête, le Bluetooth? J'attends. Fait que là, il va attendre longtemps avec moi, là. Mais c'est ça. Donc, 1923. Et puis ensuite, Laurence Kuby. Ben ça, c'est des classiques. Puis Hilliard, puis Barber. Barber qui mentionnait que l'hypnose elle-même pouvait être un placebo. Le terme d'hypnose, justement, un peu dans le même sens. Mais il fallait retravailler cette question-là parce que dans le public, hypnose est peut-être mal compris. Donc, on a vraiment une tâche. Comme moi, comme vice-président communication, je ne mets pas tout le monde sur les épaules, là, mais je veux dire, on a comme la tâche à la Société québécoise d'hypnose, je crois, de diffuser l'information correcte au sujet de ce que c'est l'hypnose. C'est scientifique, mais c'est pas de la magie. Et puis, c'est pas l'effet placebo. Comme tel. Il y a d'autres choses. Oui, l'effet placebo peut jouer. Il faut l'encadrer, l'effet placebo. Il faut la délimiter. Mais l'hypnose, c'est pas juste une croyance, parce qu'autrement, si on véhicule le fait, l'idée que l'hypnose est seulement qu'une croyance, à ce moment-là, les gens vont devenir dépendants de cette croyance-là. Puis aussitôt que ça ne marchera plus, ils vont tout abandonner. Un peu comme une patte de lapin, puis là, tu achètes un 6,49 avec ta patte de lapin, puis là, tu dépenses 100$, puis tu marches, t'es pas millionnaire, fait que là, tu dis, maudite patte de lapin, là, t'achètes. Mais c'est ça, il ne faut pas faire ça avec l'hypnose. Donc ça, je viens juste de l'inventer, parce que je suis très créateur. Et puis là, le summum, la quintessence, là, la quintessence, pour moi, c'est Gaston Brosseau. Puis, c'est ça, parce que c'est un leader, il n'est pas là, hein? OK, c'est parce qu'il y a eu un décès de François Roustan. Et puis, donc, il est probablement... Et puis, donc, c'est un leader, il nous rassemble, et puis la Société québécoise d'hypnose aussi qui nous rassemble. Et puis, on se rassemble autour de tout ça. Puis, justement, je voulais vous dire, j'ai une carte ici. Si, je ne sais pas, on va essayer de l'acheminer, bien, par Gaston, si vous voulez écrire un mot au sujet de M. Roustan, ce qui a été pour vous, s'il vous a influencé, si, moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais tu sais, puis à ce moment-là, on peut écrire un petit mot. Je pense qu'on va la remplir, mais pas certain, mais je pense qu'on va la remplir. Puis là, à ce moment-là, on peut la donner à Gaston. Gaston va la faire acheminer à qui de loi, ou il va peut-être la garder pour lui, je ne sais pas. Puis donc, c'est ça. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il me reste comme diapo. Ah, bon, c'est ça. Je pense que j'arrive à peu près avec les questions. Ah oui, ça, c'est mon site.